Super, et ben on est parti. Merci au Sound Village de m'inviter aujourd'hui. Merci à vous d'être ici présents. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la neuropsychologie de la musique. Donc déjà, pour vous expliquer un petit peu, la neuropsychologie, c'est une sous-discipline de la psychologie qui a pour objectif de faire le lien entre nos comportements et un fonctionnement des mécanismes cérébraux spécifiques. Alors, depuis quelques décennies, il y a certaines équipes de chercheurs partout dans le monde qui se sont intéressés à la manière dont notre cerveau traite la musique. Alors, par musique, là, aujourd'hui, on entendra vraiment des combinaisons de sons avec différentes caractéristiques de tonalité, de rythme, etc. On ne parlera pas de chansons ou de chants ni de paroles. Donc, depuis quelques décennies, pas mal d'équipes se sont interrogées sur la manière dont notre cerveau traite l'information musicale, quels sont ses effets et comment la musique va moduler le fonctionnement de notre cerveau. Donc, avant de commencer, moi j'ai une petite question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous écoutez de la musique? Qui peut me dire pourquoi vous écoutez de la musique? Ça fait plaisir, super. Quoi d'autre? Pour se détendre, super. Pour faire chier les voisins. Pour s'évader, super. Bon, parfait. Donc, pour comprendre un peu pourquoi vous faites ça, pourquoi on écoute la musique, ça a un intérêt pour nous en neurosciences parce que ça va nous permettre d'accroître un peu nos connaissances sur le fonctionnement et l'organisation du cerveau, le fonctionnement et le lien aussi avec les émotions, le plaisir. Et puis, toutes ces connaissances, on va pouvoir les transposer et les appliquer à des champs un peu plus concrets, comme ceux de la santé. Et je vous donnerai quelques exemples. D'accord ? Donc, avant de parler un petit peu des émotions, etc., on va déjà se poser la question de ce qui se passe dans notre cerveau quand on écoute un air de musique. Donc, parce qu'il serait séduisant de penser, j'ai un petit problème de micro, que notre cerveau va traiter la musique comme le langage, puisque c'est peut-être une forme de langage. Et vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, en neuropsychologie, je vous le disais, le but c'est de faire le lien entre un comportement, une fonction et les mécanismes cérébraux. Une fonction cérébrale, elle va être sous-tendue par des régions de notre cerveau qui vont s'activer, se mettre en route. Ce n'est pas des zones comme ça isolées, c'est souvent des zones qui sont connectées les unes avec les autres. Et donc on va parler de circuits, de réseaux qui vont sous-tendre l'apparition d'une fonction, comme le langage, la mémoire, etc. Et notamment la reconnaissance des airs de musique. Et donc en neuropsychologie, on a plusieurs outils pour déterminer quelle zone de notre cerveau, quel réseau sous-tend une fonction. On a des outils comme la neuroimagerie, donc qui sont des techniques de radiographie qui permettent de voir le cerveau en train de fonctionner. Mais classiquement, c'est par l'observation de personnes qui ont des lésions cérébrales et qui, suite à ces lésions, vont perdre une fonction particulière, comme le langage. Et donc, en ce qui concerne notre propos, il a été rapporté que certaines personnes, après un accident vasculaire cérébral, par exemple, avaient des lésions, et suite à ces lésions, ils perdaient l'usage du langage oral, de la parole. Mais pour autant, ils conservaient la capacité de percevoir, de décoder et d'analyser la musique. Et à l'inverse, on a aussi des personnes qui, après une lésion cérébrale, vont avoir le profil inverse de celui-ci. Ils vont perdre la capacité de décoder, de percevoir la musique. On va parler de amusie. Mais par contre, ces personnes-là, comme si vous voulez, la musique sonnait comme une langue étrangère, mais ces personnes-là vont conserver l'usage de leur langage, de la parole. Et donc, si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, c'est l'observation de ces profils en parallèle qui permettent aux chercheurs d'affirmer que les circuits cérébraux qui permettent le langage sont différents de ceux qui permettent de traiter l'information musicale.
Alors c'est un petit peu plus complexe que ça. On a donc deux réseaux différents, mais qui peuvent parfois se recouper. Mais ils sont capables de fonctionner de manière dissociée. Et même au sein de la perception de la musique, il a été rapporté plein d'observations de personnes avec des lésions cérébrales qui allaient perdre de manière assez spécifique l'analyse d'une caractéristique acoustique particulière, simplement le rythme ou simplement la tonalité. Et donc l'observation de tous ces cas-là, ça a permis, alors l'équipe la plus connue qui travaille sur cette thématique-là, c'est des Québécois, c'est l'équipe de Isabelle Peretz, et ça leur a permis de proposer un modèle qui va schématiser la manière, toutes les étapes qui se passent dans notre cerveau quand on reconnaît un air musical. Donc, on va avoir un air musical et on va traiter de manière très très automatique et inconsciente. Vous ne vous posez pas toutes ces questions-là, ça se fait sans que vous en rendiez compte. Vous allez traiter plein de choses différentes, l'organisation mélodique, l'organisation temporelle de ce que vous entendez. Et tout ça, vous allez ensuite le confronter à votre lexique musical. Votre lexique musical, c'est comme un énorme dictionnaire, un énorme répertoire dans lequel sont stockées toutes les images, les représentations perceptives de toutes les musiques que vous avez entendues au cours de votre vie. D'accord ? Donc vous décodez l'information et puis vous allez le comparer à votre répertoire, on va dire, et quand vous reconnaissez l'air de musique, ça va faire ressortir un sentiment de familiarité. C'est l'activation dans votre lexique musical qui fait que vous sentez ce sentiment de familiarité. Alors, si on parlait de chansons avec des paroles, on activerait en parallèle tout un autre circuit avec des étapes très complexes qui permettraient de traiter les paroles. Ça ne sera pas trop le propos d'aujourd'hui. Alors en France aussi, on a une grosse équipe de recherche qui travaille sur ce sujet-là. C'est l'équipe de Hervé Platel qui vient de Caen. Et eux, ils ont proposé d'élargir un petit peu cette idée de lexique musical à quelque chose d'un peu plus global. Parce que votre lexique musical, c'est juste l'image perceptive de ce que vous entendez. Mais ce que vous avez entendu, vous allez le connecter à plein d'autres connaissances. Notamment à des étiquettes verbales. Ah bah hier, sur la route, on a écouté un morceau du groupe Le Super Homard. Donc vous connaissez le nom du groupe. Vous allez aussi activer toutes vos connaissances générales sur le morceau, le groupe. Bah, c'est un groupe de pop français. Et puis, vous avez des souvenirs personnels qui sont associés aussi à cette musique particulière. On parle de souvenirs autobiographiques. Bah, moi, je me souviens bien de ce groupe parce que je les ai vus dans les caves du château au Festivalier l'année dernière. Et je m'en souviens d'autant plus que c'était un vrai coup de foudre musical et que ce jour-là, on a vraiment passé une super après-midi. On a eu beaucoup d'émotions à découvrir ce groupe. Et donc, c'est toutes ces connaissances, toutes ces représentations connectées à votre lexique musical qui peut constituer ce qu'on pourrait appeler votre mémoire musicale. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Alors, où est-ce que ça se passe tout ça dans notre cerveau ? Alors vous savez, dans notre cerveau, on a deux grandes parties qu'on appelle hémisphères, qui sont reliées ensemble. Et sur chaque hémisphère, on peut distinguer différentes régions qu'on appelle des lobes. Alors vous avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes très complexes quand on traite un air musical. Et là, ça va faire intervenir des réseaux très étendus sur nos deux hémisphères. Mais on va essayer de schématiser un petit peu les choses pour que ça ne soit pas trop compliqué. Donc, on va retenir qu'on va recevoir et percevoir les informations grâce à nos aires auditives qui se trouvent, ici, au niveau de notre lobe temporal. Et on va recevoir les informations un petit peu isolées, au goutte à goutte. D'accord ? On va les décoder. Puis après, toutes ces petites pièces de puzzle, là, il va falloir qu'on les assemble, qu'on les combine, qu'on les intègre pour avoir une image un petit peu globale de ce que l'on perçoit. Et ça, on va le faire
grâce à notre mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. C'est une mémoire à court terme dans laquelle vous allez entreposer de manière très temporaire des informations pour effectuer un travail dessus. Si vous êtes informaticien, ça serait un peu la mémoire vive de votre ordinateur. On va prendre un exemple concret. Par exemple, pour venir à Lourmarin, vous prenez l'autoroute et vous tombez en panne. Et donc, vous devez rapidement réagir. Vous prenez en photo le numéro de votre assurance et puis vous devez retenir le numéro de téléphone de l'assurance et donc le maintenir dans votre mémoire de travail pendant que, en même temps, vous êtes en train de réfléchir à ce que j'appelle l'assurance ou est-ce que j'appelle d'abord mon papa et puis ensuite vous composez le numéro de votre assurance. Donc là, vous avez maintenu dans votre mémoire de travail plusieurs informations, réfléchi dessus. Je me suis répété le numéro de téléphone, j'ai réfléchi à ce que je devais faire et ça, vous l'avez fait dans votre mémoire de travail. Donc quand vous écoutez un air de musique, tout ça, vous le faites aussi de manière très inconsciente et involontaire. Vous décodez les informations de manière un petit peu isolée. Votre mémoire de travail va permettre d'assembler un peu les pièces de puzzle et ça va vous permettre d'avoir une image perceptive un petit peu globale de ce que vous percevez. Ça va, c'est bon pour vous ? Super. Et puis ensuite, ce que vous avez perçu, vous allez le comparer, souvenez-vous tout à l'heure, à votre lexique musical, ce qui va vous permettre de reconnaître l'air. Et puis, l'information va faire, de manière constante, des allers-retours entre ces différentes régions. Ça va nous permettre, donc vous l'avez compris, d'avoir une image globale de ce qu'on est en train de percevoir. Comparé à notre lexique musical, ça va nous permettre ensuite de générer des attentes, de faire des prédictions qui sont basées sur ce qu'on connaît déjà, et voilà, de faire des prédictions sur ce qui va suivre, sur ce qu'on va percevoir ensuite. Ça sera important pour tout à l'heure. Est-ce que jusqu'ici, ça va ? C'est bon ? Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous écoutiez de la musique parce que ça vous détendait, ça vous donnait du plaisir, ça vous suggérait des émotions. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur les émotions d'un point de vue neuropsychologique. Les émotions, c'est quelque chose, toujours aussi très automatique et inconscient, mais qui a une valeur un peu adaptative pour nous en tant qu'individu, en tant qu'espèce. Les émotions, elles sont là, si vous voulez, pour nous préparer à avoir une réponse adaptée face à des situations un petit peu imprévues. On va prendre un petit exemple. Hier, vous étiez à l'inauguration de la fruitière numérique et pour aller au château, vous décidez de couper à travers le champ. Vous êtes avec votre copain ou votre copine, vous avez passé un bon moment, vous êtes détendu. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez au bord du chemin ? Vous percevez quelque chose qui ressemble à un serpent. Et là, de manière très rapide, vous allez avoir une réponse émotionnelle qui va préparer votre organisme à vous adapter très rapidement face à cette situation qui potentiellement est dangereuse. Cette réponse émotionnelle, elle inclut beaucoup de composantes différentes. Elle va inclure une réponse motrice, une tendance à l'action. Peut-être que vous allez fuir ou peut-être que vous allez combattre le serpent. Elle va engendrer aussi une réponse physiologique, donc c'est un petit peu tout ce qui se passe dans votre corps, au niveau du cœur, qui va se mettre à battre plus fort, vous allez vous mettre à transpirer, votre sang va aller affluer dans vos muscles, parce que vous allez peut-être partir en courant, il faut s'y préparer. Et puis, cette réponse émotionnelle, elle va induire aussi un changement subjectif, un ressenti, ce que nous, globalement, généralement, on appelle émotion. En général, vous voyez un serpent, peut-être que vous ressentez de la peur. D'accord ? Toute cette réponse émotionnelle, là, très complexe, dans notre cerveau, ça se passe
au niveau de structures qui sont d'un large réseau, qui est très complexe aussi, hein, qui sont en profondeur dans notre cerveau, qu'on appelle le système limbique. Et ce système limbique, comme on vient de le dire, hein, il va être connecté avec plein d'autres régions dans notre cerveau. Toutes les zones qui vont gérer un petit peu la perception. Vous avez vu le serpent, donc ça arrive au système limbique. Toutes les régions qui vont vous permettre de gérer la motricité. Souvenez-vous, vous êtes en train de programmer peut-être l'action de partir en courant ou de vous jeter sur le serpent. Okay. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que notre système limbique, donc toute cette réponse émotionnelle forte, hein, va aussi venir moduler nos fonctions d'attention. C'est-à-dire que quand vous voyez le serpent, vous êtes très en alerte et vous êtes focalisé sur le serpent. Votre copine, votre copain à côté n'existait plus, il n'y avait que le serpent qui comptait. Et puis ça va moduler aussi vos fonctions de prise de décision. Est-ce que je pars en courant? Est-ce que je jette mon copain devant pour qu'il me protège? Ou est-ce que je me bats contre le serpent? D'accord? Et ensuite, ça vous le savez peut-être, hein, nos émotions, notre système limbique, il est très connecté aussi avec nos systèmes de mémoire à long terme. Les émotions vont moduler nos souvenirs. Ils vont faire que les souvenirs vont s'enregistrer beaucoup plus fort quand l'émotion est forte, qu'elle soit positive, hein, ou négative. Donc, dans notre exemple, hein, vous vous souviendrez certainement toute votre vie que vous avez vu un serpent dans le champ de l'Ourmarin et que du coup, à l'avenir, vous ne passerez plus par cet endroit-là. Ou encore, vous vous souviendrez que votre copain est parti en courant à la vue d'un bâton qui, de loin, ressemblait un petit peu à un serpent. Et ça, vous allez bien le garder dans votre mémoire. Alors, comment nos émotions, elles sont évoquées ou induites par de la musique? Alors, on va faire un petit quiz. Je vais vous faire écouter 2 morceaux. On va faire simple, hein, pour commencer. Je vais vous demander de voter à chaque fois entre l'émotion de joie et puis de tristesse. D'accord? On va simplement lever les mains. Avec le temps. Alors, qui dit joie? Avec le temps. Qui dit tristesse? Tout s'en va. Ok, donc c'est largement unanime, c'est très bien. Et le deuxième? C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. Qui dit joie? Super. Bravo. Donc là, vous allez me dire, c'est facile. Vous connaissez les morceaux, il y avait des paroles, vous avez certainement activé dans votre cerveau toute votre musique, toute votre mémoire musicale, et pas simplement votre lexique musical très restreint, hein, vos émotions, vos souvenirs autobiographiques, etc., etc. Donc, en neuropsychologie, en neurosciences, en sciences, hein, on ne peut pas trop se permettre d'utiliser ce genre de morceaux pour étudier les émotions induites chez les gens quand ils écoutent de la musique, parce que c'est des choses peut-être un peu trop personnelles. C'est pas très rigoureux au niveau de la méthode un peu scientifique. Et du coup, il y a des équipes, hein, toujours au Canada, qui ont demandé à des compositeurs d'écrire des extraits musicaux inédits, hein, qui vont évoquer certains sentiments, certaines émotions. Et c'est ce genre de matériel qui va être utilisé après dans les études pour comprendre comment on traite les émotions musicales. Donc on va refaire l'exercice avec ces extraits de musique inédits. Alors, on va voter entre 4 choix cette fois-ci: la tristesse, la joie, l'apaisement et la peur. Alors, voici le premier. Alors, qui dit tristesse? Qui dit joie? Ok. Qui dit apaisement? Et qui dit peur? Donc, en moyenne, vous dites plutôt joie. Le suivant. Alors, qui dit tristesse? Qui dit joie? Apaisement ou peur? Ok, très bien.
tristesse, joie, apaisement et peur. Très bien, c'était plutôt tristesse. Et le dernier. Alors, qui dit tristesse, joie, apaisement et peur. Super. Donc, vous voyez, en moyenne, si on faisait des statistiques, en moyenne, vous avez identifié et perçu l'émotion dans la musique assez facilement. Si vous n'avez pas répondu juste, c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, c'est en moyenne qui nous intéresse. Cette capacité-là, cette compétence que vous avez déroulée, à votre avis, est-ce que c'est dû au fait que c'est quand même des sonorités auxquelles vous êtes habitués, parce qu'on a une culture musicale un petit peu particulière? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de faire cet exercice? Alors, qui pense que c'est plutôt culturel? Ok, et qui pense l'inverse? D'accord. Donc, vous êtes plutôt du côté de quelque chose de très culturel. Donc là, je vais vous présenter une étude qui, vous allez voir, va démontrer un petit peu le contraire. Hop. Donc, c'est toujours les collègues canadiens. C'est Nathalie Gosselin qui travaille beaucoup sur les émotions dans la musique. Ils sont allés faire cette même tâche de perception et de reconnaissance des émotions dans la musique à des Occidentaux. Et puis, ils sont allés en Afrique auprès d'une communauté au Cameroun qui s'appelle les Mafa pour leur faire exactement le même exercice. Alors, pourquoi les Mafa? Parce que c'est une communauté qui est très isolée culturellement, ils n'ont pas d'électricité, etc. Donc, ils se sont vraiment assurés de rencontrer des gens qui, jamais de leur vie, n'ont baigné ou n'ont été confrontés à une culture occidentale. Ce qu'ils ont montré, ces auteurs, c'est que les Mafa, quand ils ont fait exactement le même exercice que vous, ils étaient tout à fait en mesure de reconnaître les émotions dans les extraits musicaux, alors que leur musique à eux ne ressemble pas du tout à celle-ci. Donc ça, ce sont des arguments pour amener l'idée que la perception des émotions dans la musique pourrait revêtir un caractère universel, qu'on pourrait le retrouver chez tous les êtres humains, quelle que soit la culture. Alors, où est-ce que ça se passe toujours, ça, dans notre cerveau? Donc là, je vais vous présenter différentes études qui se sont basées, là encore, sur l'observation de personnes qui ont des modifications au niveau de leur cerveau et qui vont avoir différentes aptitudes face à la reconnaissance des émotions. La première étude, c'est le cas d'une dame qui a une maladie génétique. Cette maladie génétique fait que dans son système limbique, il y a des petites parties qu'on appelle amygdales qui sont toutes atrophiées, inexistantes et qui n'y fonctionnent mal. Cette personne est tout à fait, quand on lui fait faire des exercices de l'analyse perceptive de la musique, est tout à fait capable de décoder, de percevoir la musique comme tout le monde. Ensuite, si on va lui présenter, je vais vous montrer des petits exemples, des extraits musicaux qui sont consonants et dissonants. On va lui demander de juger le caractère agréable ou désagréable des extraits musicaux. Je vous donne un petit exemple, ça sera plus parlant. Ça, c'est un extrait qui dit consonant. Je vous montre le dissonant. Vous voyez bien la différence. Et donc, quand à cette dame, on lui demande de dire est-ce que les extraits musicaux sont agréables ou désagréables, elle va les juger de manière équivalente à des personnes qui n'ont pas de lésion cérébrale. Par contre, quand on lui fait faire l'exercice que vous avez fait, où il faut identifier, percevoir l'émotion dans la musique, là, elle va être en difficulté, et particulièrement au niveau de la reconnaissance des émotions de tristesse et des émotions de peur. Parce que ces petites lésions cérébrales
dont elle est porteuse concerne des structures qui sont beaucoup impliquées dans la peur notamment. Donc voilà, on a un premier cas où on perçoit bien la musique, on perçoit bien l'analyse de la musique, mais par contre on n'arrive pas à identifier l'émotion dans la musique. Et puis on va voir des gens qui ont un peu le profil inverse. Alors c'est des gens pardon, qui n'ont pas de lésions cérébrales, qui n'ont pas eu d'accident, etc., mais qui, au cours de leur développement, certaines connexions qui ne sont pas bien mises en place et qui vont avoir des difficultés à percevoir certains, certains caractéristiques acoustiques dans la musique, notamment la hauteur des notes. On va parler d'amusie congénitale. Il n'y a pas eu de lésion particulière dans le cerveau. Donc ces personnes n'arrivent pas à traiter correctement, à analyser la musique comme tout le monde. Par contre, quand on leur demande de reconnaître une émotion dans la musique, ils n'ont absolument aucun problème, ils le font de manière tout à fait équivalente à des gens qui n'ont pas ces problèmes d'amusie. Donc là, vous voyez, comme tout à l'heure avec le langage et la musique, on a des profils qui sont inversés. Et dans une troisième étude, donc notre collègue Cadanied est allé auprès de personnes qui souffrent d'épilepsie, des épilepsies tellement résistantes aux médicaments classiques que pour traiter ces épilepsies, ils ont dû bénéficier d'une opération neurochirurgicale au cours de laquelle on enlève une petite partie du cerveau qui génère les crises d'épilepsie. Et au niveau d'une région qui fait partie de notre système limbique. Et donc à ces personnes-là, on leur fait faire des tâches d'analyse de la musique. Ils analysent très bien la musique, donc ils la décodent tout à fait normalement. Par contre, quand on leur fait faire l'exercice avec les extraits dissonants et consonants et qu'ils doivent les juger agréables ou désagréables, là, il y a des différences avec des gens qui n'ont pas de lésion cérébrale. Les extraits consonants sont jugés agréables, mais les extraits dissonants, comme vous avez entendu tout à l'heure, sont également jugés agréables. Donc, ils ont une difficulté, par rapport à des sujets qui n'ont pas de lésion, ils ont une difficulté à évaluer le caractère agréable ou désagréable des extraits musicaux. Donc, si on prend un petit peu tout ça ensemble, ça permet d'avancer l'idée que l'évaluation émotionnelle de la musique est indépendante de l'analyse perceptive de la musique. D'accord ? Un peu comme tout à l'heure. Et qu'au sein de cette évaluation émotionnelle de la musique, il y a aussi différents réseaux qui sont impliqués. Certains qui vont nous permettre de juger du caractère agréable-désagréable, et d'autres qui sont différents, qui nous permettent d'attribuer une émotion, d'étiqueter une émotion particulière à la musique. Donc là, on a encore des réseaux cérébraux qui sont dissociés, qui sont différents. Puis je vous montre une dernière étude qui rapporte le cas d'une personne, d'un homme d'une 50aine d'années, qui aimait beaucoup écouter de la musique, dont la musique faisait vraiment partie de son quotidien. Ça lui plaisait, ça le détendait après le travail, il écoutait vraiment beaucoup de musique. C'était un plaisir central dans sa vie. Et ce monsieur, il fait un accident vasculaire cérébral, à la suite duquel il a une lésion. Et après cette lésion cérébrale, gros changement dans sa vie, la musique ne lui évoque absolument plus aucun plaisir. Elle est plate, il a perdu son plaisir à écouter de la musique. Et il est très malheureux. Plus de plaisir musical. Alors pourquoi je vous ai mis une petite bourse de monnaie ? Parce que le plaisir musical, ça fait intervenir encore un autre réseau dans notre cerveau qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, comme les émotions, il a une valeur adaptative pour nous en tant qu'individus et en tant qu'espèce. C'est un système, un circuit qui va nous permettre de renforcer des comportements qui sont utiles pour nous, pour notre survie, comme la reproduction, l'alimentation, etc. Ce circuit de la récompense, classiquement, il a été mis en évidence avec de l'expérimentation animale dans les années 50. Et donc, on avait des petits rats qui avaient des petites électrodes dans le cerveau.
et ces électrodes étaient reliées à un levier. Le rat pouvait appuyer sur le levier. Et ils se sont rendus compte que les rats allaient passer leur journée à appuyer sur le levier pour envoyer la stimulation dans la zone du cerveau où étaient implantées les électrodes. Là, ça a renforcé vraiment le comportement. Ils voulaient toujours y retourner. Donc depuis, ce qui a été montré, c'est que c'est la libération d'une molécule particulière dans certaines zones de notre cerveau, dans le circuit de la récompense, qu'on appelle la dopamine, qui renforce les comportements. Quand on a quelque chose de plaisant, c'est parce qu'on est en train de libérer de la dopamine et ça va nous amener à reproduire ce comportement, ça va le renforcer. Donc il a été montré que ce circuit de la récompense et que la libération de cette dopamine s'effectue chez l'homme, je vous l'ai dit, dans des comportements comme l'amour ou l'alimentation, mais c'est aussi ce même circuit de la récompense qui est activé quand les personnes prennent de la cocaïne ou lorsqu'ils mangent du chocolat. Et donc ça va vous pousser à reproduire votre comportement. Alors, comment notre système de récompense il intervient quand on écoute de la musique? Donc là, on a une étude en neuroimagerie où les chercheurs ont demandé à des gens de sélectionner des musiques qu'ils connaissaient, qui leur étaient familières et qui étaient très plaisantes, qui pouvaient leur générer une réponse émotionnelle très très forte avec des frissons. Et puis ils ont regardé un petit peu comment leur cerveau réagissait à cette expérience un petit peu du frisson. Ce qui nous montre, c'est qu'au moment du frisson, on a une forte activité au niveau de structure de notre circuit de récompense. Donc on récompense la musique plaisante. Mais pas que. Ce qu'ils ont montré aussi, c'est que juste le moment qui précède le frisson, au moment où on anticipe un peu le plaisir, le circuit de la récompense est déjà en train de s'activer. Donc on est vraiment dans l'anticipation du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir au travers de vos comportements aussi. Souvenez-vous, l'année dernière, regardez un petit peu votre réaction au moment où la musique est en train de monter un peu. Vous avez vu ce que vous avez entendu? Vous vous êtes mis à crier avant que la musique pète un petit peu. Vous étiez dans l'anticipation de votre plaisir. Puis les musiciens, ils jouent un petit peu là-dessus. Quand il faut un peu monter la sauce comme ça, ils jouent là-dessus, ils jouent sur votre circuit de la récompense. Alors vous allez me dire, on connaissait le morceau, les sujets qui passaient leur neuroimagerie, ils avaient sélectionné les morceaux qui étaient plaisants pour eux. Donc c'est normal, on sait à quoi s'attendre. C'est normal qu'on anticipe un petit peu le plaisir. Du coup, pour répondre un peu à cette critique, il y a d'autres études qui ont été conduites, mais sur des musiques nouvelles pour les gens, des musiques qu'ils n'avaient pas sélectionnées. Donc en neuroimagerie, toujours, donc pendant qu'ils sont dans leur machine, ils écoutent de la musique et on leur demande de dire si ils seraient en mesure, ils seraient capables d'acheter la musique qu'ils sont en train d'entendre, parce que ça leur plaît, et combien ils seraient prêts à payer pour acheter le morceau de musique qu'ils sont en train d'écouter. Et donc après, sur les musiques qui ont été bien notées, entre guillemets, où les personnes promettent de payer pour acheter le morceau le plus cher, donc c'est les morceaux qui sont le plus plaisants, ils ont montré que lors de l'écoute de ces morceaux-là, il y avait une forte activité au niveau toujours de notre système de récompense, qui a bien travaillé. Mais pas que, ils ont aussi montré, alors là on va faire un petit lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont montré aussi un fort lien avec l'activation des aires qui permettent l'analyse de la musique, l'analyse perceptive de la musique. Donc souvenez-vous un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On analyse, on perçoit, on décode la musique. Avec notre mémoire de travail, on va assembler tous les éléments pour en avoir une image un petit peu globale.
on va le confronter à ce qu'on connaît, à notre lexique musical. Et souvenez-vous, ça nous a permis de générer des attentes, de faire des prédictions. Et donc à ce moment-là, notre système de récompense, il commence aussi à interagir avec tout ce système-là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Si ce que vous entendez, si ce qui suit est bien conforme à vos prédictions, à vos attentes, alors à ce moment-là, votre réponse émotionnelle est plutôt agréable et votre système de récompense va s'activer, va vous libérer de la dopamine et va faire que ça va renforcer votre plaisir, votre émotion. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Vous allez très probablement continuer à avoir ce comportement, vous allez le reproduire, vous allez réécouter la même musique. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où ce que vous entendez vient un petit peu violer la structure de vos prédictions, de vos attentes, ou ça ne répond pas à ce que vous attendiez à suivre? Et bien à ce moment-là, votre réponse émotionnelle est plutôt désagréable et négative, et à ce moment-là, vous n'avez pas de récompense de la part de votre système de récompense. Et donc là, vous allez plutôt être amené à éviter de reproduire ce comportement. Vous ne réécouterez plus cette musique. Alors, pour essayer de bien consolider là, ce qu'on vient de dire, je vais vous proposer qu'on fasse un petit jeu, une petite mise en scène. Et donc, pour ça, j'aurai besoin de quelques volontaires. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous demander de faire de spectacle. Il me faudrait 4 personnes. Super. Venez, venez. Allez, 3 autres volontaires. Super. Wow, j'en ai même trop. Super, bravo. Alors, simplement, je ne vais pas vous faire chanter devant tout le monde. Et est-ce qu'il y a un des vous 4 qui chante vraiment très faux? Je vais juste vous demander de chanter dans l'oreille de votre voisin. Il faut chanter. C'est très faux. Non, justement, il ne faut pas chanter faux. Ça va? Moi, je suis chanteuse, c'est gênant? Pas du tout. Okay, super. Alors vous allez être la perception. Donc je vais vous mettre plutôt en première ici. Voilà. Vous serez mémoire de travail. Venez. Vous serez le lexique musical. Vous allez vous mettre ici. Et vous serez système de récompense. Et puis au premier rang, là, les premiers rangs, vous serez les émotions. D'accord ? Alors, on va faire un premier exercice avec des cartes pour bien comprendre le rôle de chacun. Et puis après, on le fera en musique. Alors, hop. Donc, à vous, la perception, je vais donner une information après une autre. Là, je vais vous donner une carte après une autre. Je vais vous en donner 3 en tout, pour débuter. Ce que je vais vous donner de manière isolée, vous irez le donner à la mémoire de travail. Donc, mémoire de travail, vous devrez maintenir tout dans vos mains, là, pour le coup, ça sera des cartes, puis vous allez un peu les organiser aussi. Vous allez peut-être un peu les classer. D'accord ? Une fois que vous aurez vos 3 cartes, avec le lexique. Donc, vous êtes le lexique, voilà ce que vous avez dans votre mémoire. D'accord ? Vous allez comparer un petit peu ce que je vous ai donné, ce que vous maintenez, vous allez le comparer à votre lexique, et tous les 3 ensemble, vous allez essayer de générer des prédictions. Vous allez faire un peu des paris sur la dernière carte qui va arriver. D'accord ? Donc vous irez dire au système de récompense à quelle carte vous vous attendez pour la suite. D'accord ? Puis je vous donnerai la dernière carte. Si la carte est bien conforme à ce que vous avez prédit, vous, là, les émotions, je vais vous demander d'applaudir, par exemple. D'accord ? Si l'émotion est forte et positive, système de récompense, vous pourrez leur distribuer de la dopamine. Okay. D'accord ? Alors, je vais prendre mes petites cartes. Hop. Alors, je vous donne votre première carte. Voilà. Donc, vous allez la passer à la mémoire de travail. Très bien. Et vous la gardez
bien actif dans votre mémoire de travail. Je vous donne la seconde carte. Très bien. Je vous donne la troisième carte. Alors maintenant, vous allez un petit peu... Voilà, mémoire de travail, vous pouvez peut-être les ranger un petit peu, les cartes. Voilà, super. Et puis maintenant, avec votre lexique, enfin votre mémoire, vous allez peut-être réfléchir à votre avis, quelle est la dernière carte que je vais vous donner. Donc là, vous pouvez le montrer, comparer avec la feuille que vous avez. Voilà, vous devez comparer et imaginer, selon vous, quelle est la carte, la dernière carte que j'ai en main. Très bien. Alors, je vous laisse réfléchir ensemble. Vous avez à peu près la même idée ? Très bien. Donc maintenant, vous allez dire au système de récompense, quelle est votre prédiction ? Alors, on peut le dire à tout le monde. Vous pensez que c'est ? Très bien. Donc, attention les émotions. Si je donne le 4 de cœur, vous applaudissez, vous êtes content. En revanche, si je donne une autre carte, vous pouvez huer, vous n'êtes pas content. D'accord ? Et si, donc système de récompense, si vous recevez des applaudissements, vous distribuez des récompenses. OK ? Vous êtes prêts ? Alors, perception, allez-y. Donnez à votre mémoire de travail. Qu'est-ce que vous voyez ? Super. Très bien. Super. Là, vous renforcez votre comportement. Vous avez reçu la dopamine. Super. Ça va ? Vous avez compris vos rôles ? Oui ? C'était parfait. Alors maintenant, on va faire le même exercice, mais avec de la musique. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, simplement pour les extraits musicaux, je vais demander à vous, mémoire de travail, et à vous, lexique musical, de vous boucher les oreilles pour qu'on soit vraiment un peu en condition. Et ça sera la perception. Vous allez écouter la musique. Ensuite, vous allez le chanter à l'oreille de la mémoire de travail. Mémoire de travail, vous allez devoir assembler ensuite les deux extraits que votre perception va vous transmettre. D'accord ? Il faudra essayer de les retenir et de les coller les uns aux autres. Okay. D'accord ? Un extrait et ensuite un deuxième. Voilà, et vous faites que répéter en fait. Super. Et là, vous bouchez les oreilles. Super. Alors, le premier... C'est bon ? Voilà. Donc, vous allez le dire à votre mémoire de travail. Je ne vous ai pas donné votre lexique musical. C'est bon ? Alors, on se rebouche les oreilles. Je vous montre le deuxième extrait. Voilà. Voilà. Alors maintenant, est-ce que si vous arrivez à tout mettre ensemble, avec votre lexique musical, et puis votre perception aussi, essayez de deviner de quel air de musique il s'agit, et de deviner la suite. On va voir si la suite... Donc, est-ce que vous pouvez dire à votre système de récompense à quelle suite vous vous attendez, du coup ? Vous n'avez pas écouté le début ? Non, mais vous pouvez lui donner... Très bien. Donc, vous pouvez le dire à vos émotions aussi. OK. Donc, émotion. Attendez, on n'a pas eu la suite encore. D'accord ? Là, je vais mettre la suite. Je vais vous remettre les deux extraits musicaux depuis le début. Et le troisième, ça sera la suite. Si c'est bien joyeux anniversaire, là, vous vous exprimez. Et là, alors vous récompensez les émotions surtout. Super. Il y a un deuxième extrait.
Alors, on va faire un deuxième exercice, deuxième essai. Donc, même chose, hein, vous avez le même rôle. Vous percevez, vous transmettez, vous maintenez, vous comparez à votre mémoire, à votre lexique musical. Vous faites, voilà, vous faites des prédictions. Et ensuite, en fonction de si la suite est agréable et correspond bien à ce que vous voulez, on mange des chocobons. Vous êtes prêtes ? Mince. Allez, le deuxième. Vous êtes prêts pour le... Ok. Alors, pareil, hein, je vais vous faire réécouter les 2 premiers extraits. Et puis, si la suite est agréable et conforme à ce que vous attendez, émotion, vous applaudissez. Si ce n'est pas le cas, vous huez. Et donc là, vous n'aurez pas de chocobon, puisque c'était désagréable. Alors, attention. Donc, le premier... Il n'y a personne avec des lésions. Vous avez vu que c'était quand même un peu dissonant, voilà. Et donc, votre système de récompense n'a pas distribué de dopamine. C'était désagréable. On n'a pas envie de la réécouter. D'accord ? Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment l'interaction de votre perception, votre mémoire de travail, votre mémoire musicale, l'émotion qui est générée, les attentes que vous faites, hein, et qui, si elles sont conformes, vous avez des fortes émotions qui sont ensuite récompensées avec de la dopamine. Je posais une question dans ce sujet. C'est dans cette chaîne qu'il y a émotionnelle et autres. En fait, le plus bête, c'est la perception. Si elle fonctionne de manière organique correctement, juste elle prend et le jette. Exactement. En fait, ils reviennent réellement plus vers... Après, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que la perception, vous êtes en continuité en train de donner des informations, en fait. Mais sur l'infodonnée, en fait, une fois transmise, elle est traitée là-bas. Oui. D'accord. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Vous avez été parfait. Alors maintenant, on va un petit peu appliquer toutes ces connaissances dans, je vous disais, le domaine de la santé. Donc, il y a des études qui ont été faites sur un petit peu l'effet de la musique chez des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, hein, qui cause des lésions cérébrales. Et à la suite d'un accident vasculaire cérébral, ces personnes avaient des difficultés au niveau de leur mémoire, au niveau de leur concentration, etc. Et dans les 2 mois qui ont suivi la lésion cérébrale, ces auteurs ont proposé à une 60aine de personnes d'effectuer une activité quotidienne pendant au moins 1 heure, pendant 2 mois. Donc sur 60 personnes, ils ont, de manière un peu aléatoire, hein, attribué une activité à chacune de ces personnes pour constituer 3 groupes. Dans le premier groupe, les personnes allaient de manière quotidienne, pendant 1 heure, hein, avec un lecteur MP3, écouter des musiques qui leur étaient plaisantes, qu'ils avaient choisies. Dans le deuxième groupe, les personnes, pendant 1 heure par jour, pendant 2 mois, allaient aussi écouter, à l'aide d'un lecteur MP3, mais cette fois-ci des audiolivres qu'ils avaient choisis, qui potentiellement étaient plaisants également. Et dans le troisième groupe, les gens recevaient leurs soins habituels. Il n'y a rien qui était changé à leur prise en charge normale. Et donc, auprès de ces personnes, ils sont allés mesurer les compétences de mémoire et d'attention, etc. Donc, avant de débuter cette activité quotidienne pendant 2 mois, et puis 3 mois plus tard, et encore 6 mois plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? Alors, c'est un peu technique, hein, mais l'idée, le résultat le plus important de cette étude,
c'est que les personnes qui faisaient partie du groupe musique, donc qui ont écouté de la musique au moins 1 heure par jour pendant 2 mois, ont mieux récupéré leur fonction de mémoire. Ils se sont plus améliorés que les groupes audio-livres et que le groupe contrôle soins courants. De la même manière, pour tout ce qui est capacité de concentration, d'attention, les personnes du groupe musique se sont améliorées de manière plus importante. Ils ont récupéré plus rapidement leur capacité. Et ensuite, ils sont aussi allés mesurer un petit peu les symptômes de dépression avec des échelles. Donc là, vous voyez, c'est un peu inversé, mais si vous avez un score bas, ça veut dire que vous n'êtes pas déprimé, alors que si vous avez un score haut, vous êtes plus déprimé. Et là, de la même manière, les personnes qui font partie du groupe musique présentent moins de symptômes dépressifs que les 2 autres groupes. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et comment les auteurs nous expliquent un petit peu ces résultats ? Eh bien, vous vous souvenez, l'écoute musicale est très connectée avec nos émotions et évoque des émotions. Et souvenez-vous, les émotions, on a dit qu'elles modulaient très fortement nos capacités d'attention, de concentration, et également nos capacités, notre mémoire à long terme. C'est cette mémoire qu'on a évaluée. Donc, l'idée, c'est que, au travers des émotions induites par la musique, les fonctions de mémoire et d'attention ont été reboostées, récupérées plus rapidement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Un autre exemple qui illustre bien le fait que la musique vient moduler le fonctionnement de la mémoire, c'est des études qui ont été faites auprès de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc vous devez le savoir, la maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie qui fait que le cerveau se dégénère de manière différente que le vieillissement normal. Et un des symptômes les plus invalidants, celui qu'on connaît le mieux, c'est que ça va engendrer des gros troubles de la mémoire. Donc dans cette étude, ils sont allés rencontrer des personnes dans une maison de retraite qui ont une maladie d'Alzheimer à un stade déjà bien avancé, un stade modéré à sévère. Donc c'est vraiment des personnes qui vont vraiment oublier au fur et à mesure les nouvelles informations qu'ils apprennent, de minute en minute, d'heure en heure. Donc avec des gros troubles de mémoire. Et à ces personnes, ils ont proposé des ateliers, donc 8 ateliers sur une quinzaine de jours, au cours desquels ils allaient leur montrer, les exposer à des extraits musicaux et puis à des poèmes. Puis ils allaient voir un petit peu si le sentiment de familiarité, séance après séance, allait en augmentant. Et ils sont retournés, donc ça ils l'ont vu pour les poèmes et les extraits de musique. Les personnes ne se souviennent pas qu'ils ont assisté à l'atelier. Du jour au lendemain, ils ne se souviennent pas qu'ils ont vu les thérapeutes, qu'ils ont entendu des extraits de musique ou des poèmes. Ils sont retournés les voir 2 mois et demi plus tard, donc c'est très long. Et 2 mois et demi après, ils ont remontré donc, les musiques et les poèmes auxquels ils avaient été exposés 1000 fois, et puis des musiques et des poèmes nouveaux, inédits, qu'ils n'avaient jamais vus. Et ils sont allés regarder l'expression de la familiarité face à ces anciens et ces nouveaux extraits. Je vous disais, c'est des personnes qui ont un stade assez avancé dans leur maladie, qui ne sont pas forcément en mesure de se souvenir des choses très clairement. Donc là, la familiarité, elle a été mesurée par l'observation des réactions des personnes. S'il n'y avait pas de reconnaissance, pas d'intérêt ou des intérêts très limités, on pouvait dire qu'il n'y avait pas de familiarité ou très très faible. Puis si les personnes, quand on leur présentait le matériel, peut-être se mettaient à fredonner ou commençaient à avoir des mimiques un petit peu faciales, là, ça évoquait un sentiment de familiarité déjà un petit peu plus prononcé. Et puis un sentiment de familiarité un peu plus fort, ce serait le moment où la personne est capable de dire « Ah mais oui, j'ai dû l'entendre une fois, j'ai dû le lire, mais c'était il y a très longtemps. » D'accord ? Alors, les résultats intéressants dans cette étude, c'est que pour les poèmes, que ce soit les anciens ou les nouveaux, il n'y a pas vraiment de sentiment de familiarité.
Et il n'y a pas de différence, surtout, de ce sentiment de familiarité entre les anciens poèmes et les nouveaux. En revanche, pour ce qui concerne les extraits de musique, les musiques qui avaient été vraiment entendues génèrent un sentiment de familiarité assez fort et surtout bien différent que des extraits musicaux qui n'avaient jamais été entendus. Donc il y a un vrai sentiment de familiarité pour la musique, mais pas pour les poèmes, pas pour le matériel verbal. Donc ça nous permet d'apprendre que même chez des gens qui ont une maladie de la mémoire, qui ont un cerveau qui décline et qui se dégénère, la mémoire pour la musique est plus robuste que la musique pour les mots. D'accord ? J'ai encore 5-10 minutes ? Oui ? Super. Alors maintenant, on va s'arrêter, on va changer un petit peu de registre, parce que j'imagine qu'il y a des musiciens dans la salle. Il y a des musiciens ? Oui. Très bien. Super. On va regarder un petit peu les effets, maintenant, pas de l'écoute musicale, mais de la pratique musicale. Vous savez, notre cerveau, il n'est pas figé, il est dit plastique. Il est capable de se réorganiser. Par exemple, quelqu'un qui naît ou qui devient aveugle, toutes les régions dédiées à la vision dans son cerveau ne vont pas être abandonnées ou atrophiées. Non, toutes ces régions-là, elles vont être récupérées, recrutées, un peu recyclées pour faire d'autres choses. Et quand on fait une activité de manière très fréquente et très intense, ça va renforcer certains circuits dans notre cerveau. Et la pratique musicale en fait partie. Et donc, le fait qu'on pratique beaucoup de manière intense, ça va engendrer des modifications, une réorganisation dans notre cerveau au niveau de sa structure. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, on a 2 grands hémisphères dans notre cerveau qui communiquent via un faisceau de fibres. Et ce faisceau de fibres, il a été vu que chez les musiciens qui utilisent par exemple beaucoup leurs doigts de manière très dissociée, très précise, ce faisceau de fibres entre ces 2 hémisphères est plus épais. Il a changé un petit peu de forme. Donc, il y a une réorganisation au niveau de la structure. Il y a aussi une réorganisation au niveau du fonctionnement du cerveau. Par exemple, si on regarde la vitesse de transfert de l'information entre nos 2 hémisphères par ce faisceau de fibres-là, la vitesse de transfert entre les 2 hémisphères est plus rapide chez les musiciens que chez les non-musiciens. Et donc, cette réorganisation et de la structure et du fonctionnement de notre cerveau, ça va induire aussi des différences entre les musiciens et les non-musiciens qui vont avoir une efficience différente des grandes fonctions de notre cerveau, de la mémoire, de la concentration, de la planification, etc. Toutes ces fonctions qu'on appelle fonctions cognitives. Et donc, on va pouvoir voir des différences entre les musiciens et les non-musiciens. On va pouvoir voir des différences au niveau de fonctions qui sont directement impliquées par la pratique de la musique. Et tout simplement, je vous disais, parce que si vous pratiquez beaucoup, faites une activité très très régulièrement, vous renforcez un petit peu le réseau qui vous permet de faire cette activité. Alors, je vais vous donner un exemple, simplement pour comprendre un petit peu l'exemple. Je vais vous expliquer d'abord qu'à la surface de notre cerveau, on a une espèce d'image de cartographie de notre corps. Quand vous touchez la paume de la main, par exemple, il y a une région précise dans votre cerveau qui s'active et qui correspond à la paume de la main. Et donc, voilà, on a un peu une carte de la représentation de notre corps à la surface de notre cerveau. Et la surface du cerveau qui représente une partie du corps, elle n'est pas proportionnelle à la taille réelle de votre partie du corps. Elle est proportionnelle à la sensibilité de cette partie du corps. Si on avait un corps qui était proportionnel à l'image qu'on en a sur notre cerveau, en fait, on ressemblerait à ça. On a des grandes mains, une grosse bouche, une grosse langue, parce que c'est beaucoup plus sensible que le coude, par exemple. D'accord ? Alors là où je veux en venir, c'est qu'il y a une étude qui a été faite auprès de musiciens
sur la représentation des doigts de la main gauche à la surface de notre cerveau, chez des musiciens, mais pas n'importe lesquels, des musiciens qui accordent, donc des violoncellistes et des violonistes. Et ce qu'ont montré ces auteurs, c'est que pour l'index et puis le petit doigt, les musiciens avaient des surfaces significativement plus étendues que les non-musiciens. Donc là, vous voyez, on a une différence qui est directement liée à la pratique intensive de la musique. Mais, c'est ça qui est intéressant, on a aussi des différences pour des fonctions qui sont un petit peu moins directement impliquées dans la pratique de l'instrument de musique. Notamment, il a été montré que les musiciens ont de meilleures compétences et de meilleures capacités verbales et langagières comparées aux gens qui ne pratiquent pas de musique. Alors pourquoi ? Vous vous souvenez, on a dit que le langage et la musique, c'était deux réseaux différents. Mais on a dit aussi en introduction qu'une partie de ces réseaux pouvait quand même se chevaucher et se partager. En fait, l'idée, c'est que comme vous pratiquez beaucoup la musique, vous renforcez un de vos deux réseaux, mais comme ils se chevauchent, le renforcement va se transférer à l'autre réseau. Et du coup, vous améliorez vos capacités de langage. C'est un petit peu schématique, mais c'est un petit peu l'idée. Il a été vu aussi que les musiciens sont meilleurs que les non-musiciens pour tout ce qui était capacité visuelle, visio-spatiale, traiter de l'information visuelle. Là, l'explication qui est un petit peu mise en avant, ça serait surtout dû à votre expertise dans la lecture de partitions qui entraîne un petit peu cette vision précise et rapide. Et puis, vous vous souvenez, on a fait sur scène là la mémoire de travail. La mémoire de travail, si vous êtes musicien, c'est quelque chose que vous faites marcher de manière constante et un petit peu plus que les autres. Parce que quand vous pratiquez de la musique, vous êtes tout le temps en train de traiter beaucoup d'informations, de l'organiser, de la planifier, de la mettre à jour en continu. Et cette tâche-là, ça va induire des réseaux qui s'activent de manière très très étendue dans votre cerveau. Et si on vous fait faire une tâche de mémoire de travail, d'organisation, etc., en fait, alors comme un calcul mental, par exemple, ou retenir le numéro de téléphone, répéter des chiffres à l'endroit, à l'envers, etc. Donc les musiciens sont meilleurs que les non-musiciens dans ce genre de tâches-là, parce que les musiciens vont recruter des réseaux plus larges dans leur cerveau que les non-musiciens qui vont activer des réseaux un petit peu plus restreints. Là, c'est l'habitude d'avoir plein de choses en tête à chaque fois qui permet cette différence-là. Et puis, j'accélère un peu, on a fini l'heure. Au niveau de la mémoire verbale, les musiciens sont meilleurs aussi. Alors là, il y a deux raisons. D'une part, parce que la structure qui permet la mémoire verbale serait un peu plus volumineuse dans le cerveau des musiciens, mais aussi parce que les musiciens, grâce à leur meilleure mémoire de travail et meilleure capacité d'organisation, de planification, mettent en place des stratégies un petit peu plus efficientes pour enregistrer des nouvelles informations et les restituer. Alors toutes ces différences-là, elles semblent dépendre de quand même différents facteurs. D'abord, l'année de début de la pratique musicale. Le nombre d'années de la pratique musicale aussi, ça c'est important, et puis l'intensité de la pratique musicale. Si vous faites beaucoup de musique et puis que vous vous arrêtez, peut-être que vous allez perdre un petit peu cette efficience, ce renforcement que vous avez fait. Il y a une étude, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées à suivre des gens comme ça longtemps, dans le temps. Il y a une étude qui a été faite auprès d'enfants qui avaient des cours de musique, et ils leur ont demandé de faire une épreuve de mémoire verbale, donc c'est apprendre des listes de mots. Ce qu'ils ont montré, alors je vous explique, ici vous avez ceux qui commencent tout juste leur cours de musique, donc ils sont relativement novices. Vous voyez, ils ont de moins bons scores à l'épreuve de mémoire que les deux autres là, qui pratiquent la musique déjà depuis quelques années. Puis ils sont retournés les voir un an plus tard. Un an plus tard, qu'est-ce qu'ils constatent ?
que les débutants, ils ont continué, vous voyez, ils ont amélioré leur score en mémoire de travail. Il y a aussi eux, là, qui étaient déjà musiciens, qui ont continué, eux aussi, ils continuent à améliorer leur score en mémoire verbale. Et puis, les petits carrés, là, c'était des musiciens, mais qui, au cours de l'année, ont arrêté leur pratique musicale. Qu'est-ce que vous pouvez voir, là? Ben, eux, ils n'ont pas amélioré leur capacité d'apprentissage. Hein, leur mémoire, leur capacité d'apprentissage, de mémoire verbale, ne s'est pas améliorée comparativement aux autres. Donc, si vous arrêtez votre pratique intensive, ben, finalement, hein, j'aime pas bien cette image, mais comme un muscle, hein, si vous arrêtez de le travailler, ça fond un petit peu. Donc il faut continuer, il faut stimuler un petit peu pour être toujours efficient. Donc on n'est pas tous musiciens, quoique avec les masterclass du Sound Village, on va peut-être pouvoir commencer à se rattraper. Et pour autant, on va tous ce week-end pouvoir mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Notamment, on va enrichir notre mémoire musicale avec la belle programmation du festival qui nous attend. On va se créer de nouveaux souvenirs, bien modulés par beaucoup d'émotions. Et puis, surtout, on risque de libérer pas mal de dopamine. Et ça, vous l'aurez compris, ça va nous pousser à revenir l'année prochaine. Je vous remercie. Donc, je vous propose, si vous avez des petites questions, qu'on se retrouve dehors. Ou on peut, enfin, de toute façon, il n'y a rien là tout de suite dans l'immédiat. Donc, s'il y a des petites questions, on peut juste les traiter ici aussi, quoi. Voilà. Et ben voilà, il y en a. C'est vrai ? Oui. 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 Alors, ça, moi, je pense qu'on peut l'expliquer aussi par le fait que vous avez un lexique musical peut-être plus riche aussi, vous êtes plus habitué à ce genre de dissonance, etc. Et donc, vous êtes capable de manière inconsciente, hein, de les anticiper et du coup, de pouvoir prendre du plaisir à écouter ce genre de choses. Par exemple, voilà. Voilà. Hein, c'est comme, il faudrait avoir, vous avez peut-être reçu une éducation, entre guillemets, musicale, qui vous a permis d'apprécier ce genre de sonorité-là. Oui, tout à fait. Là, après, ça fait référence au goût de chacun, qui très probablement dépend un petit peu de ce à quoi vous avez été exposé au cours de votre vie et ce que vous avez pu emmagasiner comme connaissance. Hein. Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai un schéma manquant dans toute la conférence, c'est par rapport à l'Afrique, les gens qui ont écouté les 4 extraits musicaux. Oui. Est-ce qu'à l'intérieur de la musique, si on ne prend pas la musique comme de la musique, mais comme du son, qu'est-ce qu'au niveau des fréquences, qu'est-ce que ça induit, nous, dans notre corps? Si on est complètement libre culturellement, où est l'explication, je veux dire, en termes de composition et en termes de son? Alors ça, c'est intéressant. Je pense que je n'aurai pas vraiment les éléments de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez vu le tout début de la présentation, alors je vous expliquais que par l'observation de profils de gens qui ont des lésions cérébrales, etc., on a vu que les réseaux du traitement du langage sont différents des réseaux qui traitent la musique, le signal musical. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que on a pu faire la même distinction, la même dissociation entre le traitement de signal musical et du bruit. Voilà. Donc, il y a après, alors au niveau des fréquences, etc., je ne saurais pas trop vous dire exactement, mais notre cerveau traite différemment le bruit de la musique. Toutefois, peut-être notre cerveau arrive à appréhender une musique ou un son
Alors, c'est au niveau de votre système limbique. Mhm. Qui est minoritaire et je n'ai aucune différence auprès du public d'un retour par rapport au langage. Donc, je n'ai jamais su expliquer ça, donc je voulais vous remercier. Maintenant, je sais expliquer pourquoi les gens peuvent Avoir de l'émotion, ouais. comprendre, parce qu'en fait, ils s'affichent de la langue effectivement, et que quand je le fais en Slovaquie pour les Slovaques qui comprennent, j'ai une chose supplémentaire comme retour. Ce n'est pas plus beau pour eux, en fait. Ils prennent ce que les Français prendraient, et puis ils ont un supplément de compréhension. Mais il y a une question d'enfance. C'est-à-dire qu'on observe aussi en faisant la musique, c'est que certes le public français s'affiche de la langue, mais il a une notion de triste et de joie, en fait, dans ce qu'on peut faire. Mais un enfant, un bébé, vraiment un petit bébé, je fais tout le temps l'expérience, surtout si c'est des mamans et des gens qui chantent, pas qui font de la musique, que l'enfant, quand vous mettez à lui chanter, peu importe qui, que vous chantez fort mal, comme mon père l'a fait toute la vie pour moi, franchement, l'enfant, bébé, il arrête de respirer. Et là, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est ça la réponse, c'est qu'on n'a pas encore construit nos réponses émotionnelles. On les construit par rapport à ce qu'on reçoit. On aspire tout le temps. Tous les bébés, ils écoutent toutes les musiques, des trucs d'horreur, ils les écoutent. J'ai une comédienne pour qui je fais un spectacle, enfin, la musique pour elle, et la peur que les enfants auront peur parce qu'il y a trop de, pas de son, mais il y a des trucs négatifs. Et je lui dis tout le temps, mais l'enfant, il n'a pas la référence que nous avons à la musique de peur, mais on l'a lui construit. Je pense que les bébés, est-ce qu'il y a des recherches? Alors, c'est moins mon domaine de spécialité, le développement, mais il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et comme beaucoup de choses, beaucoup de fonctions dans notre cerveau, il y a toujours une part d'inné et puis de choses qu'on apprend, qui seraient plutôt acquis. Tout ce qui est émotionnel, hein, l'idée de vous présenter l'étude dont on a parlé, hein, c'est quand on arrive au fait que on a une fonction qui appartient un peu de manière universelle à tous les individus, c'est des arguments pour dire que c'est certainement quelque chose qui est inscrit dans chacun de nous et qui revêt quelque chose d'un petit peu plus inné, et qu'on a des espèces de pré-câblages qui nous permettent de reconnaître telle émotion, etc. Et que ces câblages ensuite doivent maturer, grandir, hein, en fonction de l'environnement, de notre culture, etc., etc. Mhm. Alors, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Ça serait intéressant d'aller fouiller un peu la littérature. Je pense qu'il doit y avoir des choses. Après, de manière un peu intuitive, effectivement, il y a deux choses. Le fait qu'on écoute beaucoup de musique, qu'on manipule ça, qu'on essaye d'induire chez les autres un sentiment, une émotion, forcément, soit vous avez plus d'empathie, du coup, vous vous tournez plus vers la musique, soit ça vous permet de stimuler tout le temps votre système limbique, etc. Et donc, ça vous permet peut-être d'être un peu plus sensible. Mais ça, c'est des choses qu'on voit aussi, ce qui fait qu'un musicien, il est bon ou pas. Je vais prendre, c'est pas pour faire de la lèche, hein, je vais prendre Laurent Garnier, quand il mixe, il capte vraiment son public, il leur fait ressentir des émotions, il s'y adapte de manière constante, alors qu'il y en a d'autres qui ne font pas forcément, dans cet échange-là, ils vont pas se mettre à la place de leur public et vont pas forcément du coup s'adapter. Donc je pense qu'effectivement, ça c'est d'autres fonctions qu'on appelle des fonctions des cognitions sociales un petit peu, hein, se mettre à la place de l'autre, s'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'études qui aient été faites là-dessus. Oui. Oui. Oui, moi je voulais savoir s'il y a eu des distinctions de fait entre les musiciens
sais pas. Je peux regarder. Je regarderai. Ça, c'est rarement précisé dans les études, parce que dans la pratique musicale, c'est toujours difficile quand on a une méthode un petit peu scientifique, hein, de vouloir comparer des gens qui se ressemblent un petit peu. Donc on essaie de contrôler autant que faire se peut certains facteurs que je vous ai cités, hein, le début de l'apprentissage, le nombre d'années, etc. C'est compliqué d'aller maîtriser ceux qui jouent du triangle ou du piano, etc. Et c'est rarement précisé dans les études. Oui. Mhm. Eh bien, ça va être un petit peu comme la réponse que j'ai fait à madame tout à l'heure, hein. Finalement, c'est votre réponse émotionnelle qui est récompensée. Si c'est quelque chose, même si vous, par rapport aux prédictions précises que vous êtes en train d'activer, vous ne faites pas une prédiction, hein, vous activez tout un panel de suites possibles, en fait, en fonction de ce que vous avez souvent entendu, etc. Alors, si vous la trouvez agréable, on va dire, hein, ça vous génère une réponse émotionnelle qui est plutôt positive. Si vous voulez, on va schématiser ça comme ça. À ce moment-là, votre système de récompense va aussi s'activer. Hein. C'était un petit peu l'étude où ils font écouter des nouvelles musiques et ils vous demandent de dire combien vous voulez payer pour acheter le morceau. Hein, c'est quelque chose de plaisant. Moi, hier soir, j'ai découvert des groupes, j'ai eu des frissons, j'ai eu la chair de poule, alors que je ne connaissais pas. Et que ça correspondait pas forcément à des choses que j'ai l'habitude d'écouter au quotidien. Mais peut-être que ça fait lointainement référence à quelque chose que j'ai connu, etc. Justement, quand vous écoutez un morceau, vous avez une continuité subjective dans l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a une source unique qui fait qu'on va avoir une attente prédictive qui va être satisfaite effectivement par de la dopamine. Mais la remarque là est juste, ce que vous avez fait écouter tout à l'heure l'orchestre qui reprenait en fanfare des morceaux de house, et vous avez souligné ce moment que nous les DJ on appelle le coup de cric, c'est-à-dire le moment où ça s'arrête et où ça va reprendre et on va se soulever en quelque sorte. Donc ça, c'est vrai que ça correspond à une récompense parce que ce qui arrive correspond à notre attente. Oui. Maintenant, le DJ est arrivé dans le monde de la musique de manière complètement inattendue, peut-être à un moment où le répertoire musical était peut-être à son maximum, c'est-à-dire on n'arrivait pas à trouver de nouvelles inspirations, et le fait de prendre plusieurs sources subjectives et de les, en quelque sorte, entrechoquer ou les faire se rencontrer ou superposer, a fait que des nouvelles perceptions ont eu lieu dans le public. C'est-à-dire des moments où, au moment où on attend quelque chose d'autre intervient, se superpose, s'entrechoque. Et cette sensation-là, est-ce qu'elle a été en quelque sorte étudiée d'une manière ou d'une autre? Est-ce que la récompense, le système de récompense, à ce moment-là, a été observé? Parce que finalement, quand on a devant soi une foule, on a parfois le choix juste de les porter sur ce qu'ils connaissent le plus longtemps possible, ou alors on De a les le surprendre, choix ouais. de les dérouter de manière calculée pour créer encore beaucoup plus de plaisir et explorer plus de territoire. Je pense que c'est... je pense pas que sur des conditions un petit peu comme ça ait pu être fait de manière un petit peu expérimentale en laboratoire. Donc en ça, je pense qu'on n'aurait pas de données scientifiques, statistiques qui puissent attester de ça. Et, Mais on peut remarquer sociologiquement qu'il y a vraiment deux périodes dans l'exploitation en fait de ce langage des DJ, qui a été le premier avec l'arrivée de la techno, de la house, etc., où l'attention était portée à dérouter les gens, et un deuxième
Mm. où plutôt les gens cherchent à ce qu'on leur donne quelque chose qu'ils reconnaissent. Mm. Et là-dedans, je pense qu'il y a une observation sociale assez intéressante à faire. Aux soins, en fait, j'avais une question sur le plan médical. Oui. C'est très intéressant des études qui ont été faites sur Alzheimer, sur l'AVC. J'avais vu des éléments sur ces sujets-là. Dans quelle mesure, en fait, la musique, parce que c'est très intéressant de voir que la mémoire musicale est renforcée et existe plus fortement que d'autres types de mémoire, mais est-ce que peut-être support de soins, puisqu'on a vu que les circuits sont connectés, est-ce que peut-être support de soins pour la récupération d'autres fonctions cognitives? Oui, alors je pense à personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, on ne va pas récupérer dans ce type de maladie-là, mais on peut freiner un petit peu le déclin ou limiter aussi. C'est des personnes qui, à un stade avancé, vont avoir des troubles du comportement, beaucoup d'agitation, d'agressivité, etc. Il y a une méthode, alors avec un nom un peu à coucher dehors, je ne vais pas vous le dire, je vais mal le prononcer, mais on amène les personnes dans des salles un peu cocooning avec... où il y a beaucoup de sensorialité, des textures, voilà, merci. Et la musique en fait partie aussi, et ça permet, certainement en modulant un petit peu les émotions, de ramener les gens à un état un petit peu de tranquillité en tout cas. Donc là, c'est vraiment c'est dans le support de soins, c'est bien intégré là-dedans. Non, après il y a plein de choses que je connais pas sur le bout des doigts. Sur le problème de la musicothérapie, il y a des études un petit peu rigoureuses, etc. Mais en pratique courante, vous allez, je sais pas, peut-être vous travaillez dans le domaine de la santé. Voilà. Les prises en charge, les ateliers qu'on va proposer aux patients, souvent c'est des choses qu'on bricole. Et on a, en fonction des domaines dans lesquels on travaille, on n'a pas toujours cette culture ou ce besoin de vérifier que ce qu'on fait est efficace et utile pour les patients. Donc, il y a toujours plein de gens qui vont vous dire « Ah oui, mais moi j'ai fait, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, j'ai fait du macramé et j'ai vu ce patient se transformer après 3 séances de macramé. » Oui, pour peut-être un patient particulier parce que X ou Y raison. On a besoin de faire des études un petit peu plus costauds au niveau de la méthode pour montrer que telle intervention améliore nos patients, nos participants sur tel ou tel aspect, ou que ça n'améliore pas. Et donc, il y a des méthodes de musicothérapie. Oui, alors on a des témoignages de gens qui disent que ça a changé leur vie, mais il y a peut-être aussi un effet placebo parfois dans ces méthodes-là. Et donc, il y a quand même de la littérature sur la thérapie par la musique, que ce soit l'écoute musicale ou la pratique musicale ou apprendre à jouer d'un instrument de musique nouveau. Il y a quand même pas mal de choses et qui, j'espère, va se développer encore un petit peu plus. L'une des références, quand on parle de neuropsychologie de la musique, c'est forcément, vous le connaissez, Oliver Sacks, qui a fait un livre il y a Oui. une dizaine d'années fantastique là-dessus. Et encore avant, il avait fait un livre qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui est très célèbre. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, précisément, c'est un chef d'orchestre qui a perdu la vue, c'est-à-dire qu'on observe physiquement que ses yeux ne voient plus, mais qui ne s'en rend quasiment pas compte tellement il a abstrait les choses du monde par la musique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un cas complètement farfelu ou que c'est quelque chose de possible? Non, c'est quelque chose de possible. De ne même pas se rendre compte qu'on ne voit pas. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas qu'il ne voyait plus, c'est que l'information visuelle était mal intégrée au niveau des aires perceptives. Voilà, et donc il ne reconnaissait plus les objets et notamment les visages. Et donc pourquoi le bouquin s'appelle comme ça? Parce qu'il prenait le visage de sa femme pour un chapeau. Donc c'est possible. Mm-hmm. Ça, c'est les incapacités capacitantes en quelque sorte.
Oui, voilà, après le cerveau, ce que je vous disais, hein, il est plastique, il essaie de compenser aussi un petit peu, quand il est privé de quelque chose, il va un petit peu compenser. Oui. Exactement. Il y a des nouvelles connexions qui vont se faire, plus ou moins rapidement, hein, et qui vont recruter un petit peu par exemple, vous perdez la vue, vos aires visuelles vont être recrutés par d'autres fonctions. Peut-être que vous allez développer du coup votre perception, hein, auditive. Vous faites une expérience, vous vous privez de lumière pendant plusieurs jours, vous allez commencer à avoir des hallucinations visuelles. Parce que votre cerveau va compenser cette absence de stimulus, en fait, si vous voulez. Et aussi, les zones peuvent se déplacer d'elles-mêmes Oui. À partir du moment où il y a une ablation. Oui, tout à fait. Il se réorganise et donc c'est ce moment de récupération, par exemple après un AVC, hein, après une lésion cérébrale, il y a toujours un temps où le cerveau va récupérer un petit peu spontanément par lui-même. Et puis après, peut-être que voilà, la musique peut booster un petit peu cette récupération et la moduler un peu plus. Oui. Je me demandais pourquoi on écoute de la musique, parce que on mange, on sait pourquoi. Oui. Et la musique, pourquoi? Peut-être parce que ça procure du plaisir, mais dans ce cas-là, pourquoi ça procure? On ne sait pas. Mais en tout cas, effectivement, par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter là aujourd'hui, il y a quand même des arguments en faveur du fait que c'est quelque chose qui est ancré chez chacun de nous, qui va être récompensé par toute notre machinerie qui est très très complexe et qui a certainement un caractère un peu adaptatif pour nous en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Certainement peut-être voilà, hein, peut-être pour moduler nos émotions. En fait, on est en train de le révéler par cette existence de musique, on fabrique des instruments, mais c'est en nous en fait. Quand c'était pas organisé en fait, quand c'était que du bruit. Et il reconnaissait que c'était du bruit et pas la musique. C'est exactement ça. Oui. L'enfant reconnaît que c'est un frein de voiture ou c'est quelqu'un qui va produire Une voix. Ou une ligne. Et même au niveau électronique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus. Je pense à ça aussi. C'est pas aussi les mêmes vibrations. On prend une pratique musicale parce qu'elle est individualisée. Tu t'entraînes au violon depuis un certain âge et puis c'est probable. Alors les ordis, je pense que ce sera plus tard. Les recherches sur les gamins qui, à 4 ans aujourd'hui, vont tripoter les logiciels, tourner des boutons et faire des sons. Est-ce que ça révèle la même chose? Vous avez dit dès le début que vous n'allez pas travailler avec la parole et le chant. C'est vraiment une catégorie à part que j'aimerais bien vraiment savoir sur plein de choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais que c'est encore un travail à part, ce qui est vocal et ce qui est instrumental par rapport à la musique en fait. Oui, certainement. Alors, je n'en ai pas parlé parce que du coup, je ne connais pas grand-chose, mais c'est en fait en neurosciences et en neuropsychologie, on a un petit peu ce défaut que pour comprendre les choses, on veut essayer d'expliquer d'abord les choses de manière très élémentaire avant de pouvoir comprendre comment tout fonctionne ensemble. Et donc du coup, les gens qui font de la recherche sur le traitement de l'information musicale, on épure tout, on prend vraiment que la musique. Puis après, il y a ceux qui vont travailler sur vraiment que le langage. C'est juste parce que ce n'est pas la même chose. Oui, non, c'est différent. Dans le sens comment ça va se révéler, même si c'est numérique ou un violon, un bois qui vibre avec votre corps, je pense qu'il y a tout qui change. C'est par rapport à ce que tu disais sur jouer. C'est pour ça que j'ai flashé l'année dernière sur cet instrument, parce que moi, le numérique, je vais le jouer tout à l'heure. À vrai dire, physiquement, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que je chante avec. Je ne pourrais pas juste jouer. Ça ne m'apporte pas le plaisir, même si le son, je l'entends, même si ce n'est pas dissonant. Mais parce que j'ai grandi avec des instruments en bois collés à mon corps tous les jours. Tous les jours. Donc quand on m'a donné un numérique qui sonne super bien, des super bécanes, dès que ça vibre pas, ça ne rentre pas dans mon... Voilà, dans votre réponse émotionnelle, oui. Bueno qui vont tomber. Mais si un gamin grandit avec du numérique et qu'on ne va pas lui montrer le violon qui vibre, lui il va trouver autre chose que peut-être moi j'ai pas, que ce n'est creusé chez moi forcément. Mais ce gamin peut-être il va développer une ouverture
différentes, ouais. différente Mm, qui mm. va lui servir à ça. Alors, on peut faire deux distinctions un petit peu dans ce que vous dites. Il y a les gens qui ont des exceptions. Là, c'est un petit peu difficile de regarder à un niveau individuel ce qui se passe vraiment. Et après, il y a un petit peu, voilà, au niveau de pourquoi est-ce que... C'est difficile de faire des groupes de gens qui n'auraient pas des anomalies en termes de choses plus efficientes ou moins efficientes, hein, sur le fait qu'il y en a qui retiennent mieux ou pas mieux la musique. Très probablement que si on les évalue un petit peu sur plein d'autres compétences, on arriverait peut-être à dire, finalement, voilà, les gens qui ont des facilités d'apprentissage musicaux, ce sont peut-être ceux qui ont certaines particularités dans leur développement ou dans leur style de fonctionnement cognitif globalement. Je ne connais pas assez la littérature pour pouvoir vous répondre. Alors plutôt en termes de... Oui, bien sûr. Oui, surtout que c'est en fonction des pathologies, il y a des... au revoir. Il y a des modifications, notamment du système limbique, hein. Moi, je travaille en psychiatrie, donc c'est un peu... c'est pas forcément des autistes, etc., mais c'est des gens qui ont des problèmes au niveau de leur système limbique, hein, globalement. Effectivement, la musique a un impact ou est vécue différemment quelqu'un qui aurait pas ces problèmes-là. Je pense qu'en musicothérapie, mais là je vais encore un peu botter en touche, chez auprès de patients avec des pathologies un petit peu particulières, je pense qu'il y a des choses, il doit y avoir des choses à trouver. Oui. Mm. Encore une question. On peut peut-être aller boire un coup après. Oui. On n'a pas beaucoup parlé du lien entre musique et corporel, mais déjà la première question c'est qu'est-ce qui fait que telle musique va vous donner envie de danser, à moi non? Alors ça tombe tout le circuit de la récompense, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Et deuxièmement, je voudrais faire un lien, il y a beaucoup de virtuoses, j'avais un documentaire, je suis désolé, je n'ai pas de référence très précise, mais c'est très bien fait sur Arte, sur ces virtuoses qui grandissent avec la musique comme un moyen d'expression naturelle, comme la caresse ou la parole, et qui se retrouvent, je pense notamment à Bobby McFerrin, qui est multi-instrumentiste et qui est surtout chanteur, et qui expliquait qu'il était très difficile pour lui, et je pense à Mademoiselle avec ses instruments en bois, très difficile pour lui de chanter juste des choses un petit peu compliquées comme du Bach ou des choses comme ça, sans avoir une gestuelle qui va soutenir toute son approche et toute sa composition musicale, au même titre que par exemple la chanteuse de Christine and the Queens, pour prendre quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est une était façon de danseuse, danser tellement particulière mais qui lui échappe tellement que ça pose un problème en studio parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire et les micros très sensibles vont donc enregistrer les chuintements des vêtements et alors elle essaye de se bloquer et elle explique que quand elle s'empêche de danser, elle sent qu'elle ne chante plus pareil. Donc c'est quand même vachement intéressant de voir qu'il y a un moment où ça fusionne complètement. Quelle est votre perception? Alors, ça c'est tout un pan un petit peu dans le traitement de la musique, hein, que j'ai un petit peu occulté dans ma présentation parce qu'on n'avait que 1 heure. Mais voilà, dans le traitement de l'information perceptive, etc., hein, l'information prend des chemins qui passent pas très loin des aires motrices. Et là, il y a une implication de ces aires par rapport à tout ce qui est traitement du rythme, etc. Donc c'est pour ça, si on simplifie, hein, quand on entend de la musique, on a envie de bouger. Non, parce que pour répondre à la jeune fille, c'était pour rebondir un petit peu, il y a peut-être des gens qui s'appuient sur le moteur pour mieux retenir. Oui, bien sûr. Regardez Bobby McFerrin chanter en cadrage serré, vous allez voir que ses doigts jouent des notes sur un instrument imaginaire qui pour le moment le micro quand il le tient, mais il joue
pas de flûte, donc c'est pas la reproduction d'un vrai mouvement musical, c'est une interprétation du mouvement pour entraîner. En fait, dans toute chose que vous apprenez, hein, quand vous apprenez une information et que vous voulez la récupérer, vous pouvez, quand vous mettez en place des stratégies, vous mettez plein de petits indices, en fait. Et donc, effectivement, si vous avez l'habitude pour chanter de devoir faire tel mouvement, etc., le fait de faire ces mouvements, ça va vous amorcer, ça va vous faire trouver le chemin de votre souvenir plus facilement. Un petit peu comme les rois de la mémoire qui vont imaginer un chemin quotidien Exactement. dans leur tête pour fixer des Exactement. Voilà. Donc, comme... Oui. Oui. Voilà. Plus on enrichit un peu les indices, le contexte dans lequel on apprend les choses, plus ça donne de fils sur lesquels tirer quand on a besoin de se rappeler de ces choses-là. Ça, du coup, c'est plutôt des stratégies de l'utilisation de la mémoire à long terme, quoi. Voilà. Bon, mais si vous voulez, on peut continuer à discuter dehors. Merci à vous.